Au tout début du monde, il n'y avait rien. Et dans ce rien, il y avait le Créateur. Et le Créateur qui était là, il a pris une poignée de rien, une autre poignée de rien, et en le jetant, il a créé le ciel, la terre, les étoiles et tout ce qui occupe la terre, des arbres aux plantes jusqu'aux hommes et aux femmes. Mais dans ce temps ancien, comme on dit en Afrique, les hommes et les femmes ne vivaient pas ensemble. Il y avait le pays des hommes et le pays des femmes. Et les uns et les autres ne se connaissaient pas. Entre les deux pays, un large fleuve peu profond. Au pays des hommes, il y avait Téré. Téré était chasseur, Téré était curieux. Il avait exploré toute la terre autour du village, mais jamais encore il n'avait été sur l'eau. Chaque fois qu'il essayait de marcher dessus, il manquait de se noyer. Mais souvent, il revenait au bord du fleuve et regardait en s'imaginant ce qu'il pouvait y avoir dans l'autre pays, là-bas, de l'autre côté. Un jour, il a essayé. Il a pris le lourd bois dense du sapéli. Chat! Le sapéli a disparu et coulé jusqu'au fond. Alors il a pris le bois d'une noirceur de nuit de l'ébène. Il l'a jeté dans l'eau. Et l'ébène a disparu aussi. Il a essayé avec le bois d'Mboyo. Le bois a disparu, puis il est réapparu comme par magie. Alors Téré s'est achevalé sur le bois et il s'est laissé porter le long de la rive, là. Près de lui, une branche qui caresse l'eau, il l'a arrachée et avec cette branche, il a créé la première pagaie. Baye, 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 baye. Il a traversé le fleuve. Il est arrivé dans un village avec les mêmes maisons que lui, mais les habitants étaient si étranges. Ils avaient comme 2 fruits mûrs sur la poitrine, des fesses d'une rondeur inconnue. Il s'est senti à la fois apeuré et attiré par ces êtres-là et il s'est retrouvé tendu, comme le matin quand il se réveille avant la méditation. Les femmes qui étaient là l'ont vu, elles se sont approchées, elles se sont emparées de lui. Elles aussi étaient toutes troublées par cette étrange créature. Elles l'ont amené jusqu'à la reine en poussant des cris. « Regarde ma reine, regarde, regarde !» Il a la poitrine plate et regarde ce doigt qu'il a entre les jambes qui montre le ciel. La reine s'est approchée. Elle a juste posé sa main sur la main de l'étranger. Et elle a senti comme une chaleur dans son ventre et au creux des reins. Elle a ordonné aux femmes de se taire. Elle a dit « Laissez-moi avec l'étranger ». Elle a tourné autour. Elle l'a touché, elle l'a palpé. Elle l'a humé. Téré, immobile, sentait ce contact avec un plaisir inconnu en lui. Il sentait tous ses poils hérissés sur sa peau. Puis vous savez comment ça se passe. Quand 2 personnes se rencontrent, un homme et une femme, il arrive que les corps convergent. Et chaque nuit, ils se sont connus et reconnus. Ils ont inventé les premiers mouvements de l'amour. Ils ont inventé le va-et-vient. Ils ont inventé les longs moments, côte à côte, à se regarder dans les yeux, à se sentir.
Ils ont inventé les caresses. Ils ont inventé les coups de langue. Ils ont inventé les petites morsures. Le temps a passé. Et bientôt, la reine s'est sentie transformée. Et les femmes l'ont vu aussi, sa poitrine grossissait. Et puis, à un certain moment, elle se sentait avec le cœur au bord des lèvres, comme si elle avait trop mangé. Et même son corps s'est transformé. Les femmes ont commencé à discuter entre elles. Sans doute c'est un sorcier. Il lui aura jeté un sort. Regardez notre reine, elle est malade, mais elle était à la fois malade et sereine. On lisait un bonheur dans ses yeux, un bonheur inconnu à ces femmes, et bientôt son ventre a pris la rondeur de la lune. Et un jour, de l'eau a coulé entre ses jambes, elle s'est accroupie, et avec beaucoup de respiration, de cris, elle s'est retrouvée avec, dans ses bras, un être de jambes, de bras, une tête et un petit doigt au milieu des jambes, en haut des deux jambes comme terré. Les femmes qui la voyaient, elles aussi, avaient envie d'un petit être comme ça. Et bientôt, le petit être s'est abouché avec la poitrine de la reine. Et elles aussi, elles auraient voulu un petit être comme ça, blotti contre elles, et qui mette sa bouche sur leur poitrine. Alors Thérée leur a dit, mais c'est simple, faites comme moi. Prenez le bois de Mboyo, prenez une pagaie. Les plus aventureuses sont parties. Elles sont parties sur leur tronc, sur l'ancêtre de la pirogue pour rejoindre le pays des hommes. Et bientôt, on a vu des hommes retraverser le fleuve pour rejoindre les femmes. Et on raconte que c'est depuis que ce jour-là que nous, hommes et femmes, nous rencontrons toujours comme Thérée et la reine se sont rencontrés. Cette histoire est finie, le premier qui la respire. Nasreddin, comment vous dire, pour vous le décrire vite fait, on raconte qu'il est tellement bête, mais tellement bête, mais tellement bête qu'il en devient intelligent. Mais d'une telle intelligence, d'une telle force, d'une telle intelligence, qu'il en devient fou. Mais une folie tellement incontrôlable, une folie tellement énorme qu'il en devient sage. Il lui est arrivé 1000 métiers, 1000 misères. Et l'histoire que je veux vous raconter de Nasreddin, c'était quand il était adolescent, presque jeune homme. Son père, comme ça se faisait encore à l'époque, avait des esclaves. Et dans les esclaves, il en était une qu'il allait parfois rejoindre la nuit. Et cet esclave-là, avec ses longs cils noirs, avec ses cheveux noirs, avec ses courbes de guitare, Nasreddin en rêvait le jour et n'en dormait pas la nuit. Alors, une nuit, s'assurant que son père était auprès de sa mère, Nasreddin s'est glissé dans la chambre de l'esclave. Il s'est dévêtu. Il s'est glissé sous les draps. Il a osé une main sous la chemise de nuit de l'esclave. Il a commencé à caresser. L'esclave, dans un demi-sommeil, a commencé à soupirer, gémir. Alors il s'est enhardi, il a été jusqu'à poser sa main sur le ventre plat. Il a senti la respiration qui s'accélérait. Il a monté la main jusqu'au globe.
Et il a entendu la voix de l'esclave qui maintenant s'était réveillé, qui a dit mais qui es-tu? Alors Nasreddin a dit chut, 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 ne dis rien, je suis mon père. Une petite chanson. Chanson de Paname. C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses avances, elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos, elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Sentant l'émoi de la demoiselle, il s'approcha un peu plus d'elle et comme en chaque homme tout de suite se réveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit « Je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. » Ainsi à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Peu importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement, je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. J'aimerais bien boire un coup. C'est ce qu'il a dit. Joël, quand il est rentré dans le café. Le patron, il a fait comme d'habitude. Il lui a servi un diabolomante. Joël, il a dit « Ah non, 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 là, je voudrais boire de l'alcool. » Joël, à 50 ans passés, jamais une goutte d'alcool. T'es sûr, Joël? Ouais. Et tu veux quoi comme alcool? Oh, bah, je vais commencer comme tout le monde. Chacun me donnait une bière. On lui a servi une bière. Il a pris sa bière, il l'a bu. Mais en une autre. 2 bières. À la fin de la 3e bière, les copains qui étaient là n'osaient même plus parler en regardant Joël, tellement il était étonnant. Ils lui ont dit « Mais Joël, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Voilà, je sors de chez le médecin. » Il a vu les analyses, il m'a dit « Voilà, c'est généralisé. Vous en avez pour... 6 mois, 1 an. Alors je me dis qu'il est temps d'essayer des trucs que je connais pas. Et puis quand vous buvez 3 verres de bière coup sur coup et que vous n'avez jamais bu de votre vie, il arrive que ça tourne un peu. Il a reposé le verre un peu fort sur le bar, le verre s'est éclaté. Il y a un peu de sang qui a coulé de sa main comme ça, qui a fait une tache en forme de cœur sur le comptoir. Il dit, voilà, là, j'ai essayé l'alcool. Et bien maintenant, je vais essayer les femmes. Il est sorti dans la rue dans cet état-là. Et madame, tu voudrais pas m'aimer? Je peux avoir un peu d'amour. Il en a eu comme ça, 1, 2, 3, 4. Quand il a eu les joues bien rouges, il est rentré chez lui. Il a regardé le four avec amour. Il a ouvert la porte du four, il a mis la tête dedans. Quand il s'est souvenu que c'était un four électrique. Il s'est dit, si le four ça marche pas, j'ai qu'à essayer le congélateur. Il a ouvert le congélateur bahut, il a mis la tête dedans, il a attendu. Il y a le nez qui a commencé à couler, qui a fait des stalactites un peu. Il a eu les cheveux tout givrés comme ça. La moustache, pareil, les sourcils. Puis comme ça venait pas, puis que c'était long, il a sorti la tête et est sorti de chez lui. Puis c'est là qu'il y a sa voisine, Noémie, qui passait. Elle lui a dit « Oh, Joël, ça te va bien, les cheveux poivre et sel ?» Puis Joël, Noémie, tu veux pas marcher un peu avec moi? Et puis Noémie, elle a dit « Si tu veux, Joël. »
Puis ils ont marché ensemble, et puis ils ont discuté, et puis Noémie, elle l'a écouté, il a raconté, mais elle dit, Joël, là, t'as plus besoin de rien. Même si t'as besoin d'un peu plus de choses, tu vends ta maison. C'est le moment de faire, comme tu dis, ce que t'as jamais fait. T'as pas envie de voyager. Si tu veux, je t'accompagnerai. Joël, il a trouvé que c'était une bonne idée. Alors, il a laissé sa maison, avec tout le temps, il a fait une valise, et puis il a fait une procuration pour qu'on puisse vendre la maison, comme ça il aurait un peu d'argent pour voyager plus longtemps. Puis lui, ce qu'il aimait bien, c'était les ports. Il aimait bien les grands bateaux, puis les petits. Et puis les élingues qui tapent contre les mâts comme ça tout le temps, puis les mouettes qui crient, et puis les odeurs de port, et puis les ambiances. Alors, ils ont commencé par les ports du Nord, tout là-bas, à la limite des glaces. Et puis ils sont descendus. Au café, ils avaient les nouvelles, parce qu'à chaque nouveau port, ils recevaient une carte postale. Puis Joël, lui qui n'avait pas beaucoup de mots, il a réussi à en trouver pour dire à Noémie que c'était quand même rudement gentil de l'avoir accompagné. Et puis que, bon, c'est vrai qu'il avait de l'argent avec la maison qui allait se vendre et tout, mais c'était quand même dommage de perdre de l'argent bêtement à louer 2 chambres dans chaque hôtel, quoi. Puis Noémie, elle l'a regardé, puis elle a trouvé que c'était une bonne idée aussi. Alors après, ils n'étaient plus que dans une chambre, tous les deux. Puis c'est là que Joël, à 50 ans passés, il a découvert ce que c'était d'être avec une femme. Et puis ils sont repartis après, plus vers le sud, en Espagne. Puis un jour, dans une petite île vers la Sicile, il a trouvé un port. Il a senti l'odeur. Il a regardé le ciel autour de lui. Et il a dit, c'est ici. C'est ici que je veux finir. Ils ont acheté une petite maison. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'on l'envoie à l'hôpital pour les soins, quand vraiment on ne pouvait plus le faire à la maison. Mais Noémie, elle a insisté, elle a tellement insisté qu'elle a pu le ramener dans sa maison pour ses derniers jours. Puis elle est restée auprès de lui, sa main dans sa main, les yeux dans les siens. Et lui, qui n'avait pas beaucoup de mots, un jour, il l'a regardé dans les yeux et il a juste dit dans un souffle, merci. Et il y avait tellement de choses dans ce dernier merci, dans cette dernière parole de Joël. Et Noémie, elle a senti son cœur qui débordait jusqu'à ses yeux. Elle l'a accompagné dans le petit cimetière sur le coteau avec vue sur la mer. Puis avec l'argent qui restait, elle a décidé de s'installer ici pour rester près de son homme. Toutes les sœurs se sont réunies pour trouver un cadeau à offrir à la mère supérieure pour la fête patronale du couvent. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Je ne sais pas. Ah, il y a une des sœurs, une novice, qui a un bon coup de crayon. On dit, tiens, Jeanne, ne pourrais-tu peindre un tableau pour la mère supérieure? Oui, je veux bien, mais je ne saurais pas quoi représenter. Eh bien, voilà, je ne sais pas. Tu pourrais représenter Marie avec l'enfant Jésus nu dans ses bras. Eh bien, oui, je veux bien essayer. Dans la plus lointaine des cellules, dans une aile du couvent où la mère supérieure passait très peu souvent, on a enfermé la bonne Jeanne. Pendant des jours, elle a dessiné les esquisses, elle a peint, elle a essayé de donner toute la bonté dans le regard de Marie. Tout l'amour dans le regard de Jésus. Elle a essayé de donner le moiré du tissu riche de la robe de Marie.
Et puis le potelé des joues, des fesses et des cuisses de l'enfant Jésus. Elle s'est appliquée comme ça, et quand le résultat lui a paru digne d'être montré aux sœurs, bon, sans trop de fierté pour ne pas heurter notre Seigneur, elle a appelé les sœurs. Auparavant, elle avait mis un tissu sur le tableau. Les sœurs sont arrivées. Jeanne avait son cœur qui battait comme ça très fort. Elle a retiré le tissu et toutes les sœurs ont éclaté de rire. Alors Jeanne leur a dit, mais mes sœurs, pourquoi vous riez? Enfin, ma sœur, pourquoi riez-vous? Mais ma sœur, dites-moi, pourquoi riez? Mais toutes les sœurs sont parties dans les couloirs comme une volée de moineaux. En laissant notre pauvre Jeanne toute dépitée. Et passé par l'agent, le jardinier du couvent, qui dit, ma bonne Jeanne, qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, j'ai peint Marie avec l'enfant Jésus, nu dans ses bras, pour la fête patronale du couvent, pour l'offrir à la mère supérieure. Mais quand je l'ai montré aux sœurs, elles ont toutes éclaté de rire sans vouloir me dire pourquoi. Ben, montrez-moi, je saurais peut-être vous dire. Jean est rentré dans la cellule, il a vu le tableau, il a éclaté de rire. Oh non, non, Jean, dites-moi. Ma bonne Jeanne, comment vous dire ça? Voilà. Enfin, l'enfant Jésus est un garçon et vous en avez fait une fille. Ah bon? Mais je ne saurais pas comment faire autrement. Peut-être pourrais-je vous aider. Si vous voulez, je vous servirai de modèle. Oh, merci, mon bon Jean. Jean s'est installé, il a pris la pose et Jeanne a dessiné. En essayant d'être le plus fidèle possible au modèle. Quand le résultat lui parut satisfaisant, elle remit le tissu sur le tableau et elle convoqua toutes les sœurs. Toutes les sœurs sont rentrées dans la cellule, elle a retiré le tissu et toutes les sœurs ont éclaté de rire en disant « C'est celui de Jean! C'est celui de Jean !» On part chez les Amérindiens. Et chez les Amérindiens, il y a un personnage, il est... Vous vous souvenez de Nashreddin, dont je vous parlais tout à l'heure? Vous vous souvenez de Téré? Téré qui est à la fois le premier homme et Téré l'araignée dans les traditions des contes de Centrafrique. Il est entre les deux. Et Iktomé est parti en chasse avec son ami. Les voilà tous les deux la nuit sous leur tente. Ils dorment. Quand Iktomé d'un seul coup se redresse dans un cri. Ah! Son ami se réveille, qu'est-ce qui se passe? Ah! J'ai fait un cauchemar, j'ai fait un cauchemar. On reste pas avec ça. Vas-y, décharge-toi. Raconte-moi ton cauchemar et après, tu verras, tu pourras te rendormir et ça va aller mieux. Alors, qu'est-ce que c'était ton cauchemar? Bien, voilà, j'étais... tu vois le lac où on a chassé les canards? Oui, je le vois bien. Eh bien, j'étais sur l'herbe, là, de l'autre côté de la route, juste avant le lac, et je regardais le lac devant moi. Oui, pour le moment, ça n'a rien d'un cauchemar, mais... Non, mais attends. Et alors là, il y avait des squaws qui se baignaient. Elles étaient toutes nues, elles étaient toutes belles, magnifiques. Et... Mais ça, c'est pas un cauchemar que tu me racontes, Iktomé. Non, mais attends, c'est pas fini. Et alors là... Alors que je regardais les femmes qui étaient en train de jouer, de rire, de chahuter, de se laver aussi, j'ai senti mon frétillant qui s'allongeait. Mais tu m'as dit que tu as fait un cauchemar, Iktomé. Mais attends, c'est pas fini. Et alors là, mon frétillant s'est allongé tellement qu'il est arrivé au sol, et puis comme un serpent, il a commencé à ramper sur le sol en s'allongeant, il a passé la route. Il est arrivé sur la berge, il est rentré dans l'eau, et là, il est arrivé entre les jambes de la plus belle des squaws. Tu me parlais d'un cauchemar, Iktomé.
Oui, oui, mais attends. Alors là, il s'est enroulé autour de sa jambe, il est monté et il est venu gentiment se loger dans sa grotte à plaisir. Oui, vas-y, continue. Et elle avait l'air extrêmement contente, et moi aussi. Oui, mais tu me parles d'un cauchemar. Mais oui, parce que c'est à ce moment-là que la diligence des hommes blancs est passée sur la route. Ah ça oui, Ectomé, c'est un vrai cauchemar. La fermeture éclair a glissé sur tes reins et tout l'orage heureux de ton corps amoureux a éclaté soudain au beau milieu de l'ombre et ta robe en tombant sur le parquet ciré n'a pas fait plus de bruit qu'une écorce d'orange tombant sur un tapis. Et sous nos pieds, les petits boutons de nacre craquaient comme des pépins. Ô sanguine, joli fruit, la pointe de ton sein a tracé tendrement la ligne de ma chance dans le creux de ma main. Sanguine, joli fruit, soleil de nuit. On raconte en Slovénie qu'il y avait un ogre. Alors souvent, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous représentez les ogres comme des espèces de choses velues, des choses poilues, des choses avec des dents énormes, des bouches. Non, cet ogre-là était, comment dire, plutôt bel homme. C'est vrai. Il était perdu au fond de ces montagnes, mais chaque fois qu'il apprenait que dans un village, dans une ville des environs, une fille était à marier, il arrivait en riche appareil, comme il n'était pas avare de cadeaux. Les familles des filles à marier étaient plutôt bienveillantes à son égard. Il épousait sa femme, il l'emmenait et on n'en entendait plus jamais parler. Dans un village, il y avait une belle fille, Malaïta. C'est vrai que Malaïta avait des enfin, une belle fille. Elle était à marier. Elle a vu arriver ce bel homme, le cheveu brun, frisé, la mâchoire carrée, le sourcil épais sur des grands yeux clairs qui semblaient vous admirer. Ses mains à la fois longues et fortes, son torse puissant. Elle s'est souvenue, c'est exactement comme ça que sa meilleure amie qui était dans la ville d'à côté lui avait décrit son futur mari, son ami dont on n'avait plus jamais entendu parler après son mariage. Il paraît que les filles sont comme ça parfois. Même si la chose lui semblait étrange, elle s'est dit que ce qu'il a fait à une, il ne le ferait peut-être pas à l'autre. Et quand l'ogre est venu demander sa main à ses parents avec moult cadeaux, elle a accepté. Les époux sont partis sur le char, enfin sur le carrosse de l'ogre. Ils ont parcouru la route,
traversait la montagne. Arrivé au plus loin dans la montagne, il avait là une grande bâtisse un peu lugubre. L'ogre a tendu ses bras pour recevoir sa nouvelle femme. Il est arrivé jusque chez lui, il a ouvert la porte et elle a hurlé. Comment? C'est là-dedans que tu veux que je vive? Mais même nos cochons sont mieux logés dans la ferme de mes parents. Jamais je ne dormirai dans une maison dans un état pareil. Enfin, nous sommes fatigués, nous avons voyagé. Allons nous coucher. Ma fille, l'ogre, pense aussi que le lendemain, elle n'aurait pu à lui parler de ménage. Mais elle avait son caractère. Elle dit, tu vois, ces casseroles dans l'évier, ces gamelles, tu vas les récurer, moi je vais m'occuper du sol. Et voilà notre ogre qui frotte, et la voilà qui nettoie. Et comme ça, jusqu'au milieu de la nuit, l'ogre, à un moment n'en pouvant plus, a été s'étaler dans son lit. Elle a fini de nettoyer la maison, elle a été voir son homme, qui ronflait comme un ogre peut le faire. Elle est revenue dans la cuisine. Elle a ouvert tous les placards. Elle a sorti des épices, du sucre, du miel, de la farine, de la levure. Elle a pétri et pétri encore. Elle a pétri à son image une femme en pain d'épices. Elle lui a mis sa robe, son tablier, la cuillère de bois à la main, devant le fourneau, comme si elle surveillait la cuisson. Puis, elle a été se coucher dans le coffre à bois. Et là, entre les interstices des planches, elle pouvait observer ce qui allait se passer. Son ogre s'est réveillé et il a bâillé. Et comme dit Victor Hugo dans un de ses poèmes, le bâillement de l'ogre est proche de la fin. Il est arrivé dans la cuisine, il a voulu se précipiter sur sa femme, quand il a entendu la voix de sa femme qui disait « Qu'est-ce que c'est que ce vilain mari qui ne fait pas un petit bisou à sa femme le matin en se réveillant ?» Alors il s'est approché, il a embrassé la joue, il l'a trouvée sucrée. Comme jamais aucune des femmes qu'il avait goûtées avant n'était sucrée. Il a pris une main, il l'a arrachée, il a commencé à la dévorer. Et c'était tellement bon qu'il a continué sur le bras, et puis l'autre, et puis les pieds, et puis les cuisses et le corps, et il a fini par la tête en gardant que la bouche pour un dernier baiser. Puis il l'a mangée. Et il s'est dit que vraiment il était trop glouton, qu'il aurait dû la manger plus doucement pour en profiter encore et encore. Jamais il n'avait goûté femme aussi bonne. Il est parti. Il est parti toute la journée faire ses affaires d'ogre. Sa femme, pendant ce temps-là, a refait, avec les provisions, une nouvelle femme de pain d'épices. Et quand l'ogre, déjà triste d'avoir déjà dévoré sa femme, est rentré à la maison et qu'il l'a vue, il a été la prendre doucement, il l'a embrassée, il l'a mis sur la table et là, petit bout par petit bout, il l'a dégusté. Ça lui a pris toute la soirée, ça lui a pris presque la nuit entière et repu, il a été secoué. Le matin, il se réveille, une nouvelle femme. Il n'y comprenait rien. Ça a duré comme ça, et comme ça, et comme ça, jusqu'à ce que bientôt, il n'y ait plus aucune provision dans la maison. Ce matin-là, sans femme dans la cuisine pour la protéger, elle s'est assise au bord du lit. Et quand l'ogre s'est réveillé, il a dit « Oh, tu es encore là !»« Mais oui, je suis là. »« Mais comment ça se fait que
Que tu es encore là, je t'ai tellement mangé 2 fois. Mais oui, c'est des femmes que j'avais confectionnées moi-même, que tu as mangées. Mais alors tu savais que j'allais te manger, bien sûr. Mais alors pourquoi ne t'es-tu pas sauvé? Pourquoi es-tu pas resté? Alors là, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à crier, mais que tu es bête, mon homme, que tu es bête, que tu es bête. Eh bien quoi? Mais c'est parce que je t'aime. Alors il l'a embrassée. Et il ne l'a pas dévorée. Mais elle a continué à lui faire encore des femmes de pain d'épices, et on raconte que c'est comme ça que cet ogre est devenu végétarien. Et en souvenir de cette aventure-là, on voit encore de temps en temps, maintenant sur les marchés de Noël, des petits personnages comme ça, de pain d'épices, en souvenir de cet homme qui avait réussi à dompter à cette femme qui avait réussi à dompter le monstre qui était à l'intérieur de son homme. Cette histoire est finie, le premier qui la respire ira au paradis. Nous sommes 300 millions massés derrière la porte. Trop tendu pour penser, trop serré pour remuer. Une seule idée en tête, la porte, la porte, la porte. Quand elle s'ouvrira, ce sera la ruée, la vraie course à la mort, la tuerie sans passion. Un seul gagnera, tous les autres mourront. Même pas numéroté, seul un instinct nous guide. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Le prix de la victoire, c'est une fille de joie. Elle se donne à tout le monde, mais un seul à la fois. Elle attend bien tranquille dans son palais douillet, le confort y est total, les serviteurs discrets. Pas de nuit, pas de jour, pas de bruit que l'amour. L'amour, 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 l'amour. Nous bougeons lentement, faut pas s'ankyloser. Quand on est devant la porte, on voudrait s'arrêter. Mais non, les autres poussent, ça y est, je l'ai dépassé. Et la ronde continue, la ronde des prisonniers. On ne se regarde même pas, on garde les yeux baissés, on ne regarde pas ce qu'il faudra tuer. Soudain, plus personne ne bouge. Très subtil le changement. Dehors, ça bouge lentement. On ne bouge plus, on écoute, on attend, on redoute. Ça y est, la porte est ouverte, c'est la rue et au dehors. Ne pas s'affoler, sinon c'est la mort. Déjà les premiers ont été massacrés, bousculés, piétinés. Le danger vient dans le dos, le crochet, pied vicelard et le piétinement. Quand l'un est à ma portée, je me retourne et vlan d'un coup de fouet, je le descends. Faut être attentif, tous les nerfs tendus, prévoir le danger. Sacré nom de Dieu, un coup de fouet a sifflé juste derrière mes oreilles. Mais je dois être cinglé pour philosopher à un moment pareil. Le fouet bien en main, je cavale à mort pour me dégager. Le danger écarté, je reprends mon train, faut pas s'énerver. Courir, 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 courir. Tenir, 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 tenir. Ceux qui ont la rage de vivre, il n'y a que ceux-là qui tiennent. Maintenant, on ne se bat plus. Oh, ce n'est plus la peine. Les mecs tombent un à un, morts avant de toucher le sol. Vidés, exténués, rincés, ras-le-bol. C'est bon de se laisser choir, dormir comme les noyés. Mais quand on se laisse tomber, c'est pour l'éternité. Courir, 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 courir. Tenir, tenir, tenir. Soudain, il est là. Je l'aperçois, ce palais merveilleux. Et je plonge dans la vie en sortant de la mort. Mais non, je ne suis pas seul. 2 mecs m'ont précédé. Tellement épuisés qu'ils ne trouvent pas l'entrée. Je leur tombe dessus, les écrase, les bouscule. Je leur piétine la gueule. Et j'entre dans l'ovule. Que c'est beau. Que c'est beau. Elle est là, cette garce de vie, pendant 9 mois. Entre elle et moi, ce sera l'Éden, le Nirvana. Je suis le vainqueur des 300 millions. Je sors du néant, j'ai un nom.
c'est merveilleux l'existence. Ça commence par des vacances. Que c'est beau, que c'est beau. Ouais, je vais les jouer à plein, ces 9 mois sans problème. Tranquille, baignant dans l'huile, sans amour et sans haine. Parce que les autres, les vaches, ceux qui sont déjà dehors, ils m'attendent pour se battre pour voir qui sera le plus fort. Et pendant 70 ans, la bagarre recommence. C'est la vie, c'est la vie. Paul, il a 10 ans. On l'a envoyé pour les vacances chez sa tante. Il a pris le train pour la première fois, avec la grosse locomotive devant qui crachait toute sa vapeur. Il est arrivé à Vendôme. Là, sa tante l'attendait. Sa tante, veuve d'un général, on avait l'impression qu'elle avait gardé tous les attributs de son mari dans sa manière de marcher. Un peu intimidé par sa tante, malgré l'affection qu'il lui portait, et un peu piqué par les bisous moustachus de la tante, il l'a suivi. Ils ont déjà été dans un salon de thé prendre un chocolat, et puis on lui a fait visiter un peu la ville, les remparts, puis le soir, il piquait un peu du nez dans son assiette avec la fatigue du voyage et toutes les émotions de la journée. On lui avait préparé un lit dans la chambre d'Angèle, sa cousine, une belle jeune fille de 18 ans. « Allez, viens mon garçon, tu vas dormir là et puis tu verras, Angèle c'est une vraie trouillarde, elle a peur de tout, ça lui fera du bien d'avoir quelqu'un dans sa chambre, ça va la rassurer. » Il s'est endormi. On n'en a plus entendu parler jusqu'au lendemain matin. Au lendemain matin, il a pris son petit déjeuner, le chocolat, il a passé la journée. Le soir, la nouveauté, il n'arrivait pas à s'endormir dans son lit. Angèle, elle, était couchée dans le sien aussi. « Hé, Paul. Paul. Oui, tu dors? Non, j'arrive pas. T'as pas peur? Bah, si, des fois, chez maman, quand il n'y a pas de lumière, j'ai peur qu'il y ait un monstre ou... Tu veux dormir avec moi? » Il a franchi l'espace entre les deux lits d'un bond, avec la peur qu'une main crochue sorte de dessous le lit pour lui attraper la cheville. Et puis là, dans la douce chaleur du lit, il s'est endormi avec une sensation de molle béatitude. La nuit, Angèle s'est réveillée. Elle se tournait, se retournait encore. Une puce la tourmentait. Elle s'est levée, a pris la bougie sur la table de nuit, l'a allumée. Paul, à demi réveillé, regardait entre le rideau de Cécile. Elle a approché la lumière de Paul. Paul a gardé une respiration calme et apaisée. Alors, Angèle a retiré sa chemise de nuit pour chercher la puce. Et Paul a découvert le mystère de la femme. Il a vu ses fesses rondes, ce dos cambré, ses épaules. Et quand elle s'est retournée un peu, la beauté des seins en coupe et la mousse aux aisselles et au nid sacré le troublait. Indiciblement, il était comme énervé, apeuré et apaisé. Il ne comprenait pas ce qui se passait en lui. Il regardait et regardait encore, c'est comme si ses yeux buvaient l'image qui était en face de lui. Ça y est, je l'ai. Angèle, de son doigt mouillé, a attrapé la puce, elle l'a fait claquer
entre ses deux ongles. Elle a remis la chemise de nuit. Elle s'est assurée que Paul dormait bien. Elle s'est allongée près de lui. Et Paul ne dormait plus. Il voyait la nuque, le frisottement des cheveux blonds, mais les draps lui cachaient le reste. Alors il fermait les yeux et il revoyait Angèle. Les jours suivants, tout ce qu'il a pu voler, l'odeur de ses robes, un morceau de peau dans l'échancrure d'une manche, un regard dans le décolleté, un bout de peau quand elle mettait ses bas, il l'a volé du regard. Mais chaque nuit, il espérait qu'une puce la tourmenterait encore. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres quand on est amoureux.